Si tu aimes cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager, de la commenter. Cela améliore notre référencement et permet de mieux nous faire connaître. Et si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Y a pas que Marvel et DC dans la vie. Les maisons indépendantes également se sont essayées au cinéma. Et plus particulièrement, Dark Horse. Non, sans déconner. Moi qui croyais qu'après avoir parlé du comics de Mask, t'allais enchaîner sur un film Marvel. C'est pas comme si cette partie s'appelait la partie 2. Et Dark Horse se lança très rapidement dans le bain, dès 1992, avec la création d'une filiale, Dark Horse Entertainment, dans le but précis d'adapter leurs comics sur les écrans. Faut dire que Dark Horse a toujours eu un lien étroit avec le cinéma. Bien avant de vouloir faire adapter leurs travaux, ils adaptaient des films en BD, car ce sont eux qui sont derrière des comics comme Aliens, Predator, les Star Wars de 1990 à 2014, Indiana Jones ou encore le crossover Alien vs Predator. Bref, en 92, ils sortirent leur première adaptation, celle de Dr. Giggles, plus connu en France, enfin connu sous le nom de... Docteur Rictus. Un slasher avec Holly Marie Combs, Marie Peigne ou, si on traduit. Putain, elle a quand même tourné pour Coppola, Soderbergh, Oliver Stone, et elle finit sa carrière dans Grey's Anatomy. C'est ce qu'on peut appeler une putain de fin de carrière de merde. Tout comme Dr. Rictus d'ailleurs, puisque le film ne fut exploité en salle que sur le sol américain et n'a rapporté que 8 millions de dollars. Un début plutôt mou pour Dark Horse. Mais ils se rattrapèrent 2 ans plus tard, en 1994. Année 2. Tu bluffes, Martini. Cours, Forrest, cours! Quelle bonne année ce fut. Très bonne, mais t'en oublies un. Ah ouais? Ah bah ouais. Quand on connaît le comique, sombre et violent, on se dit que c'est un choix très étrange pour faire une comédie familiale. Bah un peu. C'est comme si je prenais Preacher pour en faire une comédie romantique. C'est parce qu'à l'origine, ça devait être un film d'horreur. Bah voilà. Là ça paraît logique. Là ça a du sens. Mais du coup, pourquoi le résultat est si différent? Pour avoir la réponse à cette question pertinente, il va falloir checker la genèse du projet. 1989. Mike Richardson se rend dans les locaux de New Line Cinema, dans l'espoir de leur vendre quelques franchises, mais plus particulièrement son petit chouchou, The Mask. La Warner fut également intéressée par le projet, mais Richardson, ne leur faisant pas confiance, préféra New Line Cinema. Donc Richardson vendit les droits d'adaptation de sa création à la société de production, et cette dernière voulut, dans un premier temps, en faire leur nouvelle franchise d'horreur, après Freddy, et sortir le premier volet pour 1991. Ouais, parce qu'à part Freddy ou à la limite Critters, leur catalogue était bien loin d'être rempli de perles, ou alors des perles de merde, à la limite. Mais ils n'arrivèrent pas à trouver une histoire qui leur plaisait, amenant à plusieurs versions du scénario et même jusqu'au blocage du projet à un moment donné. Dans l'une des premières versions, d'après Richardson, The Mask aurait raconté l'histoire d'un fabricant de masques qui arrachait le visage de cadavres pour les mettre sur des adolescents, et ainsi les transformer en zombies. Mais pour en faire quoi? Pour en faire une armée, peut-être. Comme dans The Breakers. Excellente série au passage, mais l'idée fut vite rejetée. Après une nouvelle version de Mark Verheiden, avec moins d'horreur et plus d'humour, dans laquelle le personnage dégommait tout le monde à la hache une fois le masque porté, New Line Cinema contacta Chuck Russell avec qui ils avaient déjà collaboré sur Freddy 3, les griffes du cauchemar. Également réalisateur du film L'Effaceur avec Schwarzenegger, premier rôle au cinéma de Vanessa Williams, et Le Roi Scorpion avec The Rock. Connaissant la BD avant d'être contacté et intéressé par l'aspect visuel du projet, le réalisateur accepta. Mais ayant peur de se répéter après Freddy 3, il souhaitait plutôt faire une comédie romantique, avec un esprit cartoon. Il était également rebuté par la violence du comic book. Un comble pour le mec qui a réalisé Freddy 3 quand même. Le réalisateur leur proposa alors un changement de direction, principalement à cause d'un homme. Hi, I'm Vera Tamilo. And thanks for tuning in. You know, before I learned how to exercise properly, I was a poor excuse for a woman. Promise to support the system and successfully strip suspicious suspects with excessive force. Well, now that's a very complicated question. Although there will have to be some substantial cuts in government-aided programs, there will also be tax breaks for...
À l'époque peu connu dans le monde, l'acteur l'était loin de l'être dans la patrie de Britney Spears, puisqu'il avait joué pour Coppola, avec Clint Eastwood ou encore Jeff Goldblum. Mais il était surtout devenu très populaire grâce à In Living Colors, émission à sketch créée par l'un des frères Wayans et dans laquelle il put montrer toute l'étendue de son talent comique. Séduit par le Canadien, Chuck Russell voulut absolument travailler avec lui. Il le trouvait parfait. Le film serait fait avec Jim Carrey ou ne se ferait pas. Et même si New Line Cinema aurait préféré Matthew Broderick, Steve Martin, Rick Moranis ou encore Martin Short, la boîte de production ne préféra pas donner suite. Attends quoi, ils l'ont envoyé chier? Non, ils l'ont pas envoyé chier, ils ont juste mis très longtemps à revenir vers lui. Selon le réalisateur, parce que New Line Cinema considéra qu'il n'était pas apte à faire autre chose que de l'horreur. Ah, c'est récurrent ça, Hollywood. Il faut une femme pour réaliser un film sur une super-héroïne, il faut un noir pour réaliser un film sur les noirs. Ils ont pas embauché un chien pour réaliser Beethoven, que je sache. Et ils ont mis combien de temps pour lui répondre? Environ 1 an. Ah non! Bah merde alors! Soit ils ont mûrement réfléchi, soit ils étaient très lents. Suite à cela, Mike Verb fut embauché pour prendre un scénario avec comme condition, de la part de Chuck Russell, de le penser pour Jim Carrey, et de la part de Mike Richardson de le penser plus comme un Tex Avery. Niveau contrainte, y a pire. Le scénariste pondit son histoire en moins de 6 semaines et la production fut lancée à peine 2 mois plus tard. Pour la petite histoire, c'est à lui qu'on doit l'ajout du meilleur comédien de ce film, le chien Milo. Tellement de classe, tellement de naturel. Admirez ce regard plein de joie, d'entrain, d'envie de jouer. Combien d'acteurs sont-ils capables d'improviser avec tellement de naturel? Combien? Quoi, il est génial ce chien! Tellement génial! Le film fut donc conçu pour Jim Carrey, et heureusement pour tout le monde, l'acteur qui sortait du tournage d'Ace Ventura apprécia le scénario et accepta. En partie parce que son personnage était fan de Tex Avery, comme lui, et il lui rappelait son père. Pour incarner la Love Interest, il fut un temps envisagé l'ex-playmate Anna Nicole Smith, mais également Jennifer Connelly, Vanessa Williams ou encore Christy Swanson. Mais Chuck Russell insista pour que ce soit une toute jeune mannequin inconnue du nom de Cameron Diaz. Alors qu'elle n'avait jamais rien joué auparavant, à part dans des pubs et un court-métrage érotique. Il se fait pas chier le mec. Je veux Jim Carrey, je veux faire une comédie, je veux Cameron Diaz. C'était quoi la suite? Je veux 1000 milliards de dollars? Une rançon de 100 milliards de dollars. Oh, s'il vous plaît. Bon, Cameron Diaz passa tout de même le casting 12 fois et n'obtint le rôle que 7 jours avant le tournage. Quand on y réfléchit, son premier rôle au cinéma, c'est l'adaptation d'un comic book, The Mask. Ouais. Et son dernier rôle au cinéma, c'est l'adaptation d'un comic strip, Annie. Effectivement. Et alors? C'est marrant quand même cette coïncidence, non? C'est comme si elle a bouclé une boucle. Putain, tu pourrais faire l'effort quand même, pour une fois que je suis. Pour interpréter l'antagoniste, ils firent appel à Peter Green. Green? Qu'on peut également retrouver dans Usual Suspect ou encore dans le rôle du fameux Z de Pulp Fiction. Et pour le reste du casting, sincèrement, on s'en fout. À part pour Emilio, bien sûr. C'est sympa pour les autres. Oh mais quoi, c'est pas ma faute si la plupart du casting n'a rien fait de plus mémorable. Bah... ouais, c'est pas faux. Qu'est-ce que t'as pas compris? Notons tout de même la présence de Kevin Grevioux, scénariste et acteur de Underworld, en tant qu'homme de main de Dorian, et Dan Fletcher, réalisatrice du film La Proposition. Ici, là, c'est elle. Bref, c'était parti pour le tournage, qui, d'après les dires de la plupart des membres, se passa dans une très bonne ambiance. Faut dire que le réalisateur s'était mis comme point d'honneur que tout se passe bien. Considérant qu'il tournait une comédie, l'ambiance devait être bon enfant. Du coup, sur ces films d'action, le personnage se bastonnait? Ce qui fut le cas. Pas que les gens se foutaient sur la gueule sur les films d'action, mais l'ambiance bon enfant sur le tournage de The Mask. Pour l'exemple, Jim Carrey ne voulait pas arrêter les journées tant qu'il n'avait pas imité Elvis. En parlant de Jim Carrey, ce dernier devait subir 4 heures de maquillage pour appliquer le fameux masque. Masque qui fut d'ailleurs conçu pour ne pas perdre les expressions faciales de l'acteur, mais au contraire, les exagérer. Tout comme les dents d'ailleurs, car oui, si tu ne l'avais pas remarqué, l'acteur portait un dentier, lui donnant une bouche énorme et ainsi renforçant le côté cartoon du personnage. Dentier qui à l'origine devait être porté que pour les scènes muettes. Mais James, oui c'est son vrai prénom, a appris à parler avec. Quel talent! Bref, le tournage se déroula à Los Angeles, d'août à octobre 1993, dans une bonne ambiance et pour un budget estimé à 23 millions de dollars, et sorti sur les écrans américains presque un an plus tard. Faut dire qu'il y avait pas mal d'effets visuels à faire, et à cette époque, ça prenait beaucoup plus de temps, surtout si les techniciens d'ILM se disputaient pour savoir qui devait animer le chien de Stanley Ipkiss. True story. Alors, que raconte le film? The Mask, c'est l'histoire de Stanley Ipkiss, un jeune banquier vivant dans la ville fictive de H-City. Un type sympa, ayant un bon fond, mais qui se fait continuellement marcher sur les pieds. Carte signée en bas de la feuille en appuyant très fort. Y a pas de prix, ça viendra, vous en faites pas. Au passage, le garage est également la caserne de SOS Fantôme. De rien, c'est cadeau. Donc, Stanley, c'est le genre de gars qui rentre chez lui et se mate des Tex Avery pour se consoler. Stanley, c'est le genre de gars à dormir en pyjama. C'est votre pyjama qui est pas croyable. Stanley, c'est le genre de gars trop timide pour trouver l'amour. Non mais vous savez qu'il y a des centaines de femmes qui cherchent désespérément un homme comme vous.
Ah oui? Ah oui. Bref, Stanley, c'est le gentil loser, le gars sympathique, mais qui se fait marcher dessus par tout le monde. D'après les propres dires du scénariste Mark Verheiden, cette version de Stanley Ipkiss serait calquée sur lui-même. Loser! Mais la vie de notre héros va changer le jour où il croise la route de Tina. Désolé. Donc la belle n'est en fait pas si naïve qu'elle semble paraître, puisqu'elle est une taupe faisant du repérage dans la banque pour son petit ami gangster. Morale, sous chaque belle femme se cache un piège. Ou un connard, je sais pas. Bref, la vie continue et le film aussi. Et nous retrouvons notre brave Stanley se faisant jeter, encore, mais cette fois-ci d'une boîte de nuit comme on n'en fait plus. Boîte dans laquelle travaille la fille qu'il fait schwinguer. Swing, chapiteau. Après que sa poubelle soit tombée en panne, après s'être fait tabasser par des chiens errants et enlevé par un violeur en série. Non, je déconne pour les chiens et le violeur, hein. C'est un film familial quand même. Mais à vous, franchement, qu'entre le rejet de la boîte, la rencontre foireuse, la panne, le mec enchaîne les coups de malchance. Et c'est pas fini, parce que pour une raison qui m'échappe encore, cet idiot confond des sacs poubelles qui flottent avec une personne qui se noie. Alors bien heureusement, je n'ai jamais assisté à la noyade d'une personne, mais corrige-moi si je me trompe, théoriquement, elles se débattent un peu plus, j'imagine. Généralement, franchement, ils se débattent plutôt pas mal même. D'abord, leur bien péter les deux bras, ensuite tenir l'arrière de la tête bien enfoncé, sinon ça se débatte trop. Bon, à la limite qu'ils confondent des sacs avec un corps, pourquoi pas. Mais si je vois une personne passant dans la flotte sans bouger, sans me répondre quand je l'appelle, bah j'en conclus que c'est un cadavre. Bref, passons ce petit détail que nous appellerons facilité scénaristique, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Stanley court secourir les sacs poubelles et il trouve un masque. Et pour bien terminer sa baignade de la loose, les flics le repèrent et en font profiter tout le quartier. Trempé, humilié, fatigué mais pas encore achevé, Stanley se fait engueuler par sa proprio. Une belle bonne soirée de merde. Pour se consoler de tout cela et rire un petit peu, il se met des Tex Avery et se prépare à sombrer dans les bras de Morphée. Et c'est là qu'il se souvient du masque pour lequel il fit un bain de minuit. Intrigué, il l'essaye, et là, il se retrouve avec un visage vert, mais surtout Des pouvoirs cosmiques phénoménaux, lui permettant de se transformer en un personnage de cartoon vivant, avec tous les avantages qui vont avec. C'est-à-dire invulnérabilité, arme sortie de nulle part, super vitesse, métamorphose, et tout un tas d'autres trucs. Révélant au passage la vraie nature et la personnalité enfouie de Stanley, et l'exacerbant. Comme tout bon personnage super-héroïque, Stanley, devenu le masque, décide d'utiliser ses pouvoirs à bon escient. Et je vais devenir le protecteur des innocents, le défenseur de la paix mondiale. Enfin, ça, c'est après avoir réglé quelques comptes. Après quelques péripéties, Stanley se retrouve poursuivi par la mafia locale et la police, dont il va réussir à se débarrasser et conquérir le cœur de la belle Tina. Alors, bon film, bonne adaptation. Tous les éléments sont réunis pour faire de ce film un ovni cinématographique et un classique. Et le premier de ces éléments n'est autre que Jim Carrey. Le prendre pour ce rôle fut une excellente idée. D'après les dires du réalisateur, il voulait, en engageant le Canadien déjanté, insuffler dans son film une énergie toute visuelle, comme Buster Keaton, Charlie Chaplin ou encore Laurel et Hardy. Et qui de mieux que Jim Carrey pour cela? Il est clair que l'acteur a une énergie physique et visuelle indéniable à l'écran. N'oublions pas que le film fut réécrit pour l'acteur, et contrairement à Ace Ventura ou un Dumb and Dumber, film donnant la sensation que les réalisateurs lui ont filé de la coke et ensuite filmé le résultat, Qui est fort drôle. Tout à fait. Et nous sommes d'accord. dans The Mask, son énergie débordante fut canalisée, dirigée. En tant que Stanley Ipkiss, il nous offre un personnage touchant, attachant et sympathique, tout en retenue. Et en tant que Mask, il s'en donne un cœur joie dans l'imitation des personnages de Tex Avery, où il peut se permettre d'être exubérant, car les personnages des dessins animés l'étaient encore plus, donnant un sens à sa folie et lui permettant d'exercer ses talents cartoonesques, enchaînant les grimaces, aidé par le maquillage ne laissant apparaître que sa bouche et ses sourcils, ne laissant aucun détail facial superflu, captant la substantifique moelle comique de l'acteur. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est l'anecdote de Laura. Le visage de Jim Carrey était tellement expressif qu'il fit économiser pas loin de 1 million de dollars en effets spéciaux. Pas mal, non? C'était l'anecdote de Laura. Sa partenaire à l'écran, totalement inconnue à l'époque, fut la pétillante Cameron Diaz, qui inonde la pellicule de son sex appeal. Son rôle n'est que le cliché de la femme sexy et un petit peu fatal, puisqu'elle est la petite amie de l'antagoniste, ici présente pour donner un but au personnage. La baiser. J'aurais pas dit ça comme ça. Ah ouais, comment? Bah lui donner un objectif, trouver l'amour. Ouais, et la baiser. Pour les autres rôles, on va pas développer plus que cela, il reste surtout des archétypes.
On a le méchant mafieux qui veut devenir calife à la place du calife, on a le flic qui s'acharne contre le héros et toujours grognon avec son partenaire simple et naïf, on a la journaliste prête à tout pour un scoop et l'argent, on a le meilleur ami du héros lourdingue, on a le patron énervant, celui de la potiche ultra sexy, etc. etc. Bref, des seconds rôles anecdotiques, caricaturaux et fonctionnels pour mettre en avant le héros de l'histoire, dans une histoire elle-même très balisée, racontant une confrontation classique entre le bien et le mal. Car s'il y a bien une chose que le film illustre très bien, comme de nombreux autres films au passage, c'est la structure en 3 actes, chère aux scénaristes hollywoodiens. Dans le premier acte, on a la présentation, l'exposition de notre héros dans son quotidien, qui se termine par la découverte de l'élément qui va le projeter dans l'aventure. Généralement, ce premier acte sont les 15-20 premières minutes d'un film, acte qui sert également à présenter l'univers et les différents protagonistes qui vont intervenir dans l'histoire, ainsi que leur but. Ici Stanley, Dorian, Tina Carlyle, etc., etc. Puis vint le second acte, qui généralement est le centre d'un métrage, dans lequel notre héros va tenter d'atteindre son but, confronter sa némésis et échouer. Ici Stanley en masque, braquant la banque, tentant de séduire Tina, se faisant voler le masque qui se retrouve dans les mains de Dorian. Et tout cela mène à l'acte final, les dernières 15-20 minutes dans lequel notre héros atteint son but, ou pas. Ou pas son ennemi, conquérir son amour, etc., etc. Parfois, il y a un épilogue montrant les conséquences de l'aventure. Donc en soi, entre les personnages caricaturaux, les garagistes sont des escrocs, les flics des mangeurs de donuts, la vente blonde, et la structure classique, le film n'a rien d'original. Alors pourquoi s'y intéresser? Car malgré ses bases simplistes, le film de Chuck Russell est bien plus riche en thématiques qu'il en a l'air. Bien plus qu'une simple adaptation de comics, bien plus qu'un simple film comique. Tout d'abord, on peut y voir une sorte de Dr Jekyll et Mr Hyde. Et oui, au lieu d'une potion, tu as le masque. Au lieu d'un personnage laissant ressortir ses désirs les plus sombres, nous avons là un homme laissant son côté extraverti prendre le dessus. Autre évidence, The Mask est un très bel hommage à l'univers de Tex Avery. Un véritable cartoon en images réelles, principalement dû à son personnage central et son interprète, bien évidemment. Mais il n'y a pas que dans le visuel, dans l'auditif également, puisque la musique du film rappelle clairement le swing jazz bebop très populaire dans les années 40-50, comme par exemple avec la scène de Tina chantant. Au passage, ce n'est pas Cameron Diaz qui chante. Si tu veux l'entendre, voici un extrait. Mais pour en revenir à la scène du chant, mis à part la musique, elle est également une claire référence aux scènes de chant que nous pouvons découvrir dans certains Tex Avery, ou plus récemment, Qui veut la peau de Roger Rabbit. D'ailleurs, le film a une inspiration visuelle très années 40-50, avec son ambiance, le look de certains personnages, les archétypes représentés, le gentil gars, le gangster, la femme fatale, les flics, la voiture que donnent les garagistes à Stanley qui n'est rien d'autre qu'une Studebaker de 1951, ou Tina qui est chanteuse dans une boîte de nuit. Sérieusement, cette boîte a l'air de sortir tout droit d'un film comme Gilda ou Casablanca. D'ailleurs, le club existe réellement. Le tout rehaussé par la musique bien évidemment. Mais malgré tout cela, le film est à la fois intemporel et totalement datable au niveau du style et du contexte. On peut également y voir un hommage aux années de naissance des super-héros. L'histoire est une origin story de super-héros standard avec un côté très pulp. C'est quoi les pulps? Bah je t'invite à aller jeter un coup d'œil à mes vidéos sur l'histoire des comics et un peu du cinéma. Et même si le film mise beaucoup sur son acteur et les effets spéciaux révolutionnaires à l'époque, je rappelle que Jurassic Park n'était sorti qu'à peine un an avant, même si son histoire est très classique, il n'en reste pas moins intéressant quand on plonge un peu plus en profondeur. Allez hop! Par exemple, si on le compare aux super-héros. La plupart des super-héros sont des interprétations de fantasmes. Spider-Man par exemple, un ado effacé devenant un super-héros. Mais quand on est un super-héros... Ne l'oublie pas, un grand pouvoir implique de la queue et du nichon. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Faisant de Speedy un héros classique, car moral, il veut aider, faire le bien. Bref, un message positif, sauf si vous êtes un sociopathe. The Mask n'est pas dans cette optique, son but avant tout est de satisfaire ses envies. Aussi drôle soit-il, il n'est à aucun moment socialement acceptable ou moralement justifiable. Je rappelle quand même que le gars, dans le but de nous faire rire, se met à tirer sur des petits gangsters à la sulfateuse, braque une banque, tente de violer Tina dans le parc et d'ailleurs lui colle un baiser non consentant. Ça c'est pour vous les SJW. Traite les flics de débiles et décide de faire justice lui-même en violant les garagistes. D'ailleurs, les autres personnages ne sont pas en reste, question immoralité. Stanley est banquier, Tina n'est que le jouet sexuel de Dorian, Dorian est un mafieux qui veut remplacer son boss, le lieutenant Kellaway veut arrêter Stanley plus par conviction qu'après un réel travail d'enquête. Pour un film s'adressant d'après l'imagerie populaire surtout à des enfants, c'est pas très manichéen que tout cela. Reste le chien Milo, peut-être le personnage le plus moral. Ah Milo, quelle classe, quel chien.
Le film peut être également vu comme une parabole sur l'alcoolisme et l'addiction. Je rappelle que Stanley est l'archétype du gentil gars qui se fait marcher dessus. Finalement, en pensant sauver quelqu'un de la noyade en récupérant le masque, il se sauve de sa propre noyade, métaphore du fiasco de sa vie. Bref, ce dont il a besoin, c'est de confiance, et ça, le masque va lui en apporter. Avec Stanley se sent plus confiant, plus extraverti. Il ose plus de choses et se sent soi-même, en plus exacerbé. Il aime ce qu'il voit dans le miroir. Il rentre dans la boîte, il danse, et il aborde Tina, sans problème. Sans parler du fait qu'il a un charisme indéniable, puisqu'en plus du fait que personne semble dérangé de voir un mec à la tête verte se balader, tout le monde le trouve attractif. Bien évidemment, dans le but de bien marquer la différence avec la réelle personnalité de Stanley. Mais l'abus du masque peut le perdre. Tu veux dire que s'il le porte trop, il va se mettre à gerber? Comme une personne dans une fête qui après quelques verres se met à danser sur les tables et tripoter tout ce qui passe. Quand tu es bourré, alcoolisé, ivre, tu te sens plus drôle, plus aimé, plus fort et plus capable. On dirait qu'il fait remonter les plus secrets désirs à la surface. Si la vraie personnalité, un tant soit peu refoulée et désespérément romantique, on devient une espèce de sauvage fou d'amour. Tout comme l'alcool peut donner confiance d'être et de faire ce qu'on veut. Autre exemple, quand Dorian met le masque, il ne devient pas Stanley, mais une version encore plus diabolique de lui-même. Le port excessif du masque, tout comme l'alcool, est addictif et fait perdre le contrôle. Quand je mets ce masque, je suis capable de tout. Je peux être ce que je veux. Alors en quoi le masque est mauvais au final? Eh ben, complètement désinhibé, il a terrorisé la propriétaire de Stanley Ipkiss, il a sodomisé les garagistes à coups de pot d'échappement, il a tenté de violer Tina dans le parc, etc., etc. La symbolique du masque et sa mythologie sont brièvement abordées sans pour autant nous encombrer de détails inutiles, comme le docteur Neumann. Le docteur Nouvel Homme si on traduit. L'explique, on porte tous un masque en société, et pour vivre pleinement, nous devons apprendre à le faire tomber pour mieux s'affirmer. Stanley apprendra donc beaucoup des débordements du masque qui lui permettront de s'affirmer. Mais pour moi, la thématique la plus intéressante, et sûrement la moins évidente, celle de la réalité. En effet, le cadre de base est réaliste. Stanley travaille dans une banque, c'est un employé effacé, timide et romantique, tombant amoureux d'une blonde pulpeuse inaccessible qui travaille pour un mafieux sans scrupules et avide de pouvoir. Un récit très pulp en somme. Comme le jus d'orange. Mais l'arrivée du masque permet de passer à une autre forme de réalité. Il sert de lien entre un film conventionnel et le film fantastique, mais également les dessins animés. Celui-ci semble diriger lui-même le film, puisque les gags sont presque uniquement visuels et reposent sur des ellipses, des jeux de hors-champ, de ce que montre pas la caméra, par exemple lors de cette scène. Merci à tous. Oh chérie, vous m'aimez, chérie. Ici, le comique ne naît pas de la situation. Concrètement, ce sont des mafieux qui se retrouvent face à un mec bizarre portant un masque vert et faisant le guignol. Non, le comique dans cette scène vient du fait que le masque soit actif dans le film, faisant entrer Dorian et son gorille dans le cadre d'une remise des Oscars dans son propre monde. Et si tu fais attention, tu peux remarquer que Dorian et son homme de main sont gênés. Ils ont conscience d'être à une cérémonie. Il y a un jeu sur le hors-champ où le spectateur devine une salle remplie d'un public présent pour la remise d'un prix, un award factice que le masque reçoit pour la prestation qu'il vient de donner dans la réalité du Coco Bongo. Est-ce que je me fais comprendre? Je crois que ce martien veut communiquer. Le personnage du masque est complice des spectateurs, puisqu'il a conscience d'être dans un film. Et cela est marqué dès sa première apparition, puisqu'il s'adresse directement aux spectateurs via le regard caméra. Splendide. Bref, il y a une mise en abîme, et nous sommes complices du masque. Là où généralement tu auras l'impression de n'être réellement qu'un spectateur assistant aux aventures d'un personnage, ici le masque t'invite directement à admirer ses clowneries. Passez-moi la rubrique des chiens écrasés. Je crois que ce martien veut communiquer. Mais avant toute chose... Elle est si douce. J'adore cette fille. Ce garçon est incorrigible. Sans le vouloir, tu deviens un peu plus actif que les films classiques, et c'est en partie à cause de cela que pour moi le film est différent. Le masque dévoile également les ressorts qui font justement de ce film un film dans l'esprit cartoon, et en soi cela fait de lui un précurseur de Deadpool ou Bird of Prey par exemple. Rappelant au passage, de manière régulière, que nous regardons un film. Et le masque est le seul à faire cela, puisque même Dorian, quand il est possédé, ne crée pas ce lien avec le spectateur. Il reste le méchant très méchant, sans pour autant jouer avec l'espace et le temps que lui offre le format. Bref, un film plus complexe qu'il n'en a l'air. Est-ce que c'est une bonne adaptation du comic book pour autant? Oh mais tu vas finir, oui. Pour ma part, le travail d'adaptation qui fut fait est similaire à celui d'Alita Battle Angel, c'est-à-dire moins de gore, moins de sang, plus de blagues, plus de classicisme, plus familial, plus grand public. Pour illustrer mon propos, suffit de comparer la scène avec les loupards, qu'on trouve dans les deux médias, mais qui ne se termine pas du tout de la même façon.
Dans le comic, c'est mieux, je trouve, personnellement. Et les différences sont nombreuses. On passe d'un comic underground à un film familial, Stanley passe de psychopathe sans empathie à gentil loser, dans les comics, Big Ed est à la fois l'anti-héros et l'antagoniste, dans le film c'est un héros, on passe d'une vendetta froide et pleine de torture à un personnage de dessin animé espiègle, Big Ed tue, le masque amuse. J'aime bien Big Ed, ça m'a l'air d'un type bien sympathique. Elle est si douce. J'adore cette fille. Mais tu écoutes ce que je te dis? Non. Autre différence majeure, dans les comics, le masque d'origine africaine agit de jour comme de nuit, alors que dans le film, le masque d'origine nordique n'agit que la nuit. Encore un parallèle avec de nombreux super-héros. Ce qui fait du métrage non pas une adaptation fidèle, loin de là, mais une réappropriation qui n'a retenu du comics que l'aspect graphique, le mélange de cartoonesque et réalité, et l'idée que le masque passe par différents porteurs, idée renforcée avec la scène finale où Stanley balance le masque dans l'eau. Encore là, l'exemple d'une adaptation infidèle, mais d'un excellent film. Qui eut un succès retentissant. 4e plus gros succès de l'année 1994, récoltant pas loin de 352 millions de dollars au box-office mondial, et 2e plus gros succès d'une adaptation de comic book au cinéma, après Batman à l'époque bien évidemment. Le film récolta 15 fois sa mise, ayant fait de lui l'adaptation la plus rentable de tous les temps, jusqu'à Joker de Todd Phillips en 2019. The Mask, même avec Ace Ventura et Dumb and Dumber, est le plus gros succès commercial et critique de Jim Carrey. Ce fut également le film qui lança la carrière de Cameron Diaz. Et forcément, quand ça marche... Ça court pas. Non, mais je suis fatiguée. Ça donne des suites et autres produits dérivés. Tout d'abord, Dark Horse peut remercier le film qui relança la franchise en comics avec Adventure of the Mask, s'inspirant bien plus du métrage que des histoires originelles et dont les ventes s'envolèrent très haut. Mais un dessin animé naquit également, The Mask, la série animée, que de nombreux enfants des années 90 connaissent. Bien qu'une suite au film, le dessin animé comporte quelques incohérences avec ce dernier, comme le fait que le masque marche également le jour. Le film fut également adapté en jeu vidéo, plutôt sympa. Et il donna également naissance à tout un tas de fan-films largement visibles sur internet. Voilà, c'est fini pour The Mask. Ah ouais? Oui. T'es sûr de ça? Oui. T'es qu'un menteur! Bouh! Non, je veux pas en parler, non! Car malheureusement pour nous, une suite fut produite. Même si un The Mask 2 fit très vite parler de lui, dans lequel un jeune lecteur de Nintendo Power gagna un rôle de figurant suite à un concours, le film ne vit pas tout de suite le jour, étant repoussé sans cesse en premier lieu car Jim Carrey refusait de tourner dedans. D'ailleurs, comme la production était sans cesse repoussée, il fut offert aux gagnants du concours le choix d'attendre indéfiniment ou de recevoir des lots en compensation. Il choisit la deuxième option et reçut une veste collector officielle The Mask 2 fournie par The New Line Cinema, des jeux Super Nintendo et Nintendo 64, ainsi qu'un chèque de 5000 $, avec lequel il se paya alcool, drogue et prostituées. Sérieux? Bah non. Enfin, je sais pas, peut-être. En tout cas, le projet n'avança pas jusqu'en 2005, où sortit cet étron cinématographique qui est la suite de The Mask, Son of the Mask, réalisé par un connard. Oh, mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais c'est ce film-là, c'est une merde. Entre les effets spéciaux ratés, les acteurs qui en font des tonnes, l'histoire naze et la réalisation aux fraises, c'est juste une grosse merde. J'en parlerai peut-être un jour en complément à cet épisode. Donc pas la peine de continuer sur ce qui est considéré comme l'un des pires films de toute l'histoire du cinéma. Et pas la peine non plus de parler de The Mask 3, avec un éventuel retour de Jim Carrey, parce qu'à ce jour, ça reste que des rumeurs. Et passons plutôt à la conclusion. The Mask est un excellent divertissement, faisant la part belle à son acteur principal pour notre plus grand bonheur. Un film aux allures de conte, racontant une lutte du bien contre le mal, l'histoire d'un anti-héros pas banal, propulsé bien malgré lui sur le devant de la scène, avec comme morale le fait qu'il faut rester soi-même et s'assumer. Les histoires les plus simples sont souvent les meilleures. C'est un film hommage aux années 40-50 et aux dessins animés, rempli de fantaisie cartoonesque avec un soupçon de romance, d'action et de comédie musicale. Une comédie réussie, à l'humour décapant et rempli de bons sentiments. C'est également le film ayant propulsé Jim Carrey et Cameron Diaz au rang de stars, et certainement le meilleur de Chuck Russell, son coup de génie. C'est le premier film mélangeant animation 3D à la Tex Avery avec prise de vue réelle, et qui même si elles ont pris un petit coup de vieux, reste largement honorable et d'une terrible efficacité, résistant bien mieux au temps que certains films faits par la suite. Pas sûr que certains films vieilliront aussi bien. La plus grande force de ce film, mauvaise adaptation ou non, effets spéciaux datés ou pas, est le fait que la magie fonctionne toujours, de génération en génération. Ce film multi-rediffusé traverse toujours le temps en remplissant toujours avec honneur sa fonction. The Mask reste l'une des meilleures comédies des années 90, un hommage au papa de Droopy avec un Jim Carrey au meilleur de sa forme qui plaira à toute la famille, des plus petits aux plus grands. Un film qui ne peut que faire sourire et retomber en enfance. Voilà, c'est la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, nous sommes présents sur Facebook, Twitter, Captain Watch, à liker, commenter et partager, ça améliore notre référencement. Surtout le partage d'ailleurs, parce que ces derniers temps on a reçu pas mal de commentaires comme quoi on méritait plus de vues. Et ça dépend de toi, c'est bien beau de liker, mais partager c'est mieux.
Si tu souhaites nous soutenir et qu'on fasse des vidéos plus régulièrement, eh ben tu peux nous aider via notre Tipeee et notre Utip. Et ainsi peut-être réaliser notre rêve. Partir aux Bahamas? Bah non. Conquérir le monde? Ça c'est ton rêve. Avoir une armée de robots pour asservir le reste du monde? Bah vive de la chaîne. Ah bon, t'es sûr? Bah ouais. Bah ils sont nuls tes rêves. Si t'as pas aimé, bah... Splendide. Sur ce, bonne lecture, bon film, et à la prochaine. Disparition. J'adore le fait que les tortues ninja portent des masques. Bonne façon d'être discret et de cacher son identité. C'est pas comme si c'était des tortues géantes. J'adore le fait que les tortues ninja portent des masques. Bonne façon d'être discret et de cacher son identité. C'est pas comme si c'était des tortues. C'est pas comme si c'était des... Oh. C'est pas comme si c'était des tortues... Oh. C'est pas comme si c'était... C'est pas comme si c'était des tortues géantes.